Bonjour. Attention, ceci n'est pas à l'aragophone, c'est juste que je n'ai pas trouvé d'endroit pour cacher mon micro. Cher francophone, je suis le bon mentor français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français, de A à Z. Dites-moi, vous aimez les vaudevilles? Parce que nous allons justement parler d'un qui respecte tous ses codes, mais en même temps pas complètement. Donc... La pièce rapportée d'Antonin Perret-Jacot. Antonin Perret-Jacot a commencé sa carrière après avoir été diplômé à l'École nationale supérieure Louis Lumière pour le job de chef opérateur en 1999. Par la suite, il fera une ribambelle de courts-métrages de 2002 jusqu'à son premier film. Et il y en a. Vous êtes prêts? Alors, il a réalisé L'heure de pointe, Changement de trottoir, French Kiss, L'opération de la deuxième chance, Paris Monopole et Les secrets invisibles. Et encore... je n'ai pas tout mis. Et si vous regardez ces courts-métrages, beaucoup sont des comédies assez décalées avec un petit aspect de vieux film français où il laisse ses acteurs jouer en contemplant le paysage et en laissant sa caméra filmer ce qui peut le marquer. On ressent aussi ce petit côté bande dessinée qu'il augmentera au fil de ses films. Puis il présentera en 2013 Ah là là, ça fait long, hein. son premier film à la quinzaine des réalisateurs, La fille du 14 juillet. Allez voir le film. Et dans tout ce merdier, Hector n'oublie pas une chose, retrouver Truquette, qu'Epator croit qu'elle est grecque, sous prétexte qu'elle ressemble à une statue grecque. C'est comme la vérité. Derrière chaque vérité, il y a une autre vérité. Mais alors laquelle est la vérité? La statue ou la film? Dans cette comédie absurde et romantique, on suit un groupe d'amis qui passent ses vacances d'été tranquillement jusqu'à ce que Accrochez-vous bien. le gouvernement décide d'avancer la rentrée scolaire d'1 mois pour relancer l'économie. Donc ils doivent vite terminer leurs vacances et trouver l'amour. Dans ce film, Antonin parsème tout son art de l'humour en donnant un rythme effréné et en changeant la tonalité des voix. Parce que c'est drôle. Sur une histoire simple mais bordélique. C'est vraiment une comédie pas comme les autres, avec ses personnages hauts en couleur et complètement cinglés qui nous permettent d'accepter ce délire. Mais voilà, ce film était trop inhabituel que ça n'a fait venir que moins de 50 000 personnes. C'est toujours difficile de plaire aux spectateurs qui restent sur leurs acquis et qui ne sont pas tentés d'aller voir quelque chose de différent. Ensuite, après un retour au court-métrage, il se penchera sur un deuxième long-métrage en 2016 où il ira en Guyane pour le réaliser. Ce sera encore une comédie absurde où son défi sera de filmer la jungle guyanaise avec la loi de la jungle. Ici, vous êtes en Guyane. En route pour le pôle Nord. Alors, même si vous préférez les livres au pognon, blanc, jaune, noir, orange, vert, bleu, vous êtes susceptible d'aimer la loi de la jungle. Après La fille du 14 juillet, La loi de la jungle, le prochain film d'Antonin Perret-Jacot. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Avec ce métrage, où il y a toujours cet univers bande dessinée, il nous fait un film d'aventure comique et époustouflant comme on n'en fait plus, avec un casting éclatant. Parmi les acteurs, on a Pascal Légitimus, Mathieu Amalric et Jean-Luc Bidot. Mais surtout, on retrouve notre duo qui était dans son précédent film, Vimy Laponce et Vincent Macay. Tu sors. L'histoire de ce film est aussi absurde que celui d'avant où un stagiaire au ministère de la Norme, on invente plein de postes, est envoyé en Guyane pour la mise en norme européenne du chantier guyanais, la première piste de ski indoor d'Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. Des fois, l'idée d'un film peut être quelque chose d'improbable, mais bien plus logique qu'on le pense. Et bien entendu, il met toujours en avant sa critique du système et du capitalisme, en mettant toujours, à certains moments, une petite touche de romantisme. Et ce petit bijou de la comédie a fait venir moins de 100 000 spectateurs. Ouch, baby. Very ouch. C'est plus que la dernière fois, mais pas assez. Enfin bon, Perret-Jacot s'en moque un peu parce que voir un de ses films projetés sur grand écran lui fait déjà bien plaisir. Et seul le temps nous dira si ces films ont marqué les esprits. Puis il reviendra sur un autre court-métrage où il aura un peu plus de moyens grâce au soutien du CNC et de Canal+, avec Panique au Sénat. À partir de maintenant, c'est moi le chef, d'accord? Donc vous allez partir à... Voilà. Allez. Si, allez. Et vous ne tirez pas, vous n'effrayez pas les oiseaux. Encore une histoire farfelue où il n'est pas très tendre avec le pouvoir. Toujours aussi... Puis il s'occupera aussi de certains clips, comme pour celle d'Agar Agar, qui est toujours représentatif de son art comique. Et chose inattendue, il réalisera avec rien du tout un court-métrage avec Bertrand Mandico, Mandico et le Toxicopore, où il découvre ce jeu créé par Roland Topor. Oui, j'ai oublié de dire que c'est un très grand fan de cet auteur, et ça se ressent dans ses films. Et après de longues années de réflexion, il reviendra au cinéma pour son dernier film, qui, cette fois, n'est pas un
un scénario venant totalement de lui puisqu'il adaptera une nouvelle de Noël Renaud, Il faut un héritier, qui se nommera pour le film La pièce rapportée. Donc est-ce qu'avec le genre du vaudeville, que la France en a fait une marque de fabrique, Pere Giaco arrivera-t-il à y insuffler son art? Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Si je dîne chez les rois, les soirées que je préfère, c'est entre toi et moi, amoureux solitaire. Alors je vous avoue que mon petit côté gauchiste a joui devant ce film. Eh, tu serais pas socialiste? Dis tout de suite que la République en marche est exemplaire et n'a aucune affaire au cul. Ou que la France insoumise est laïque. Ou que les républicains sont pour la justice. Ou que Zemmour se présente au présidentiel. On a dit qu'on n'en parlait pas. Bref, devant La pièce rapportée de Antonin Pere Giaco, j'ai apprécié ce vaudeville assez absurde où on suit une famille bourgeoise qui rencontre une personne du bas peuple parce que le fils est tombé amoureux d'elle et c'est là que les ennuis commencent. Avec ce film, je n'ai pas ri aux éclats, mais j'ai été stupéfait et passionné par cette mise en scène proche des comédies françaises des années 70 à l'ancienne, avec comme toujours son aspect très BD et ses acteurs toujours aussi improbables que drôles. Même si ce n'est pas à 100% son scénario, on sent qu'il s'est approprié l'ouvrage pour y donner sa patte. Enfin bon, c'est assez facile quand à la base, le bouquin de Renaud ne fait que 8 pages. Mais il y a aussi une autre nouvelle qui s'est glissée dedans, qui est une nouvelle de Tchekhov, qui s'appelle Roman d'une contrebasse. Et donc ça faisait assez longtemps que j'avais envie de l'adapter en film. Donc là, je l'ai mis dans le long métrage, mais c'est pas mis gratuitement parce que à ce moment-là, dans le long métrage, c'est un nœud scénaristique, c'est-à-dire que sans cet épisode, on rate une case et donc c'est ça qui fait que le film il tourne à un moment, les personnages y brillent grâce à cet épisode-là. Ça a été assez simple pour lui d'aller dans ses excentricités. Bien que pour moi, je sens qu'il s'est un peu plus calmé sur sa mise en scène déjantée parce qu'il a vraiment laissé place à ses acteurs pour qu'ils soient plus épanouis pour jouer. On sent qu'il a rallongé ses plans pour laisser pleinement jouer ses comédiens. C'est vrai que c'est des choses qui changent un petit peu. Et chaque acteur et actrice ont réussi à se démarquer en jouissant d'un personnage étrange pour suivre cette comédie farfelue. On a Sergi Lopez. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est lui. Oui, là, il est un peu plus calme. Et pour ce film, il interprète Raoul, le chauffeur, qui fait beaucoup les yeux doux à la reine-mère. Et vous voyez ce que je veux dire? On a Philippe Catherine, qui est cette fois un fils à maman un peu gaga, en restant très scotché à son portable pour jouer à Candy Crush. Et je remarque que Catherine aime bien jouer les personnages neuneux. Ça doit être un peu à cause de sa voix. On a William Lake Beale, qui joue l'amant de l'héroïne et a un terrible secret, mais qui n'est pas très discret et apporte beaucoup de quiproquos. Et je suis toujours impressionné de voir le virage professionnel qu'a fait William Lake Beale depuis les nouvelles aventures d'Aladin. Je ne sais pas qui, mais il y en a qui devraient prendre exemple. On a aussi Philippe Duquesne, qui joue un détective fan de polar, mais qui n'y connaît rien en littérature. Puis on a celles qui sont opposées à tout point, mais qui se complètent. Josiane Balasco, qui interprète une matriarche contre le moindre changement de sa famille, ce qui fait qu'elle déteste sa belle-fille des bas quartiers, Anaïs de Moustier, pensant qu'elle va prendre toutes ses richesses. Et c'est peu dire. Et Anaïs profite de cette situation de vivre dans une famille riche, mais qui en même temps est assez isolée, ce qui fait qu'elle cherche le moindre événement pour s'amuser de cette vie ennuyeuse en déboussolant la famille Tétard. Ah oui, elle est assez candide. Le personnage d'Ava, qui est guichetière au métro, elle vient pas dans l'idée de dégommer des bourgeois ou quoi que ce soit. Elle est plutôt là par opportunité, finalement. Et là, ça tape l'aristocratie française, mais de façon très subtile, sans que l'on ressente un acharnement. Il y a quand même une histoire à raconter. Ce sera déjà moins brutal qu'Orange Sanguine. C'est pas vraiment un film sur la lutte des classes, c'est même un film sur le rapport de classe.
Et ça parlera même des gilets jaunes et du ruissellement. Ah oui, pour ruisseler, ça va ruisseler. On a aussi une très bonne voix off qui nous permet de ne pas être déboussolé par ce scénario qui est construit sur plusieurs flashbacks et se reconstruit tel un puzzle. Puis pour ce genre de comédie qui est un vaudeville, ça rapporte un certain cachet pour décrire ce mode de vie très anodin. Et alors qu'un vaudeville est une comédie où cela marche grâce aux comiques de situation sans intention psychologique et morale, lisez et regardez les pièces de Feydeau. Là, Antonin réussit cela, mais en même temps, vu qu'il y infuse sa patte, on ressent toute sa critique contre les grandes puissances, en se moquant d'eux, donc en nous mettant sa morale, mais sans y être à proprement isolé. Il nous invite à cette comédie burlesque. Et bien sûr, pour qu'une comédie marche, il faut qu'il y ait de bons dialogues, du rythme et de bons acteurs qui arrivent à habiter leurs personnages. On a aussi l'humour d'Antonin qui réussit bien, comme à son habitude, à mettre ce qu'il connaît pour faire rire les spectateurs en mettant du comique de répétition, des gags hors champ, en arrière-plan, des gags sur des personnages tertiaires qui reviendront plus tard pour y pointer une autre touche comique. C'est comme si on avait une histoire dans une histoire. Et on a bien évidemment des moments absurdes et burlesques. Avoir une cyborg Balasco, fallait le faire. Et encore, ce n'est pas une comédie où on va juste rire et au revoir, c'est fini. En donnant de grands espaces pour laisser ces acteurs jouer et l'humour venir, ça me rappelle, bien qu'un peu plus anarchique, les comédies encore une fois de Jean-Yann, mais aussi moins anarchiques, ceux de Gérard Houry, où il laissait beaucoup de la place aux acteurs et que des fois c'est eux qui dirigeaient le film. Ce qui fait que cette comédie est, à proprement parler, une comédie de droite grâce au personnage de Balasco où elle a tous les défauts qu'on réfute. Parce qu'on est de gros râleurs. Elle est donc radine, matriarche, misogyne. Oui, ça marche aussi pour les femmes. Et quelquefois raciste. Mais ce qui fait la différence des comédies comme ceux de Clavier où on rend sympathique ces personnages bourgeois, c'est que là on se moque des défauts de Balasco pour qu'il y ait peut-être une évolution. Il n'y a qu'à voir les comédies de Louis de Funès. On s'en moque pour qu'il puisse apprendre de ses erreurs. Mais c'est aussi à mon sens ce qui manque dans cette histoire. Un changement sur le personnage de Balasco. Tout le monde dans ce film évolue, mais pas elle. Il n'y a pas d'avancée d'un point A à un point B. Elle reste au même point. Et pour moi je trouve ça dommage. Mais ce n'est que du chipotage et ça reste bien mieux que d'autres comédies qui sont sorties cette année-là. En tout cas, son cinéma se rapproche à mes yeux, sur sa façon de mettre en scène, assez de celui de Wes Anderson. C'est pas aussi cadré et précis que les films d'Anderson, mais leur imagerie se rapproche de la BD comme du Hergé ou du Franquin pour les dialogues. Ces plans ont une précision sur les détails avec la colorisation très nette pour voir dans le cadre du plan une case de dessin où tu dois voir tous les détails du paysage, que ce soit à l'avant ou à l'arrière-plan donné. Et pour ce qui est de l'affiche, ça se voit que son approche très BD n'est pas très isolée. Et de fait, cette période, ce style de colorimétrie fait penser à une période de cinéma qui peut être dans les années 70 ou même à la fin des années 60 avec des couleurs très franches, très affirmées. Puis comme dans ses précédents films, Pere Giaco aime rendre des histoires d'amour très insolites pour qu'on puisse être attaché par ce couple. Je peux aussi terminer sur la BO du film faite par Mathieu Lambolet qui est très jazzy et électro pour nous permettre de ressentir ce décalage dans cette histoire très déjantée, improbable et hilarante. On sent cette envie d'entrer dans la 4e dimension de l'humour. En tout cas, c'est une bonne comédie qui est, à mon humble avis, plus accessible d'accès par rapport à ses précédents métrages, avec toujours son petit côté anticapitaliste pour facilement entrer dans son univers avec ses personnages tous plus inédits les uns des autres et qui se complètent. Parce que pour lui, l'humour est une bouée de sauvetage pour ne pas se noyer dans la médiocrité de notre société. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et la pièce que vous rapportez peut bien changer votre vie. On se revoit, non? Moi, je ne tiens plus à m'ennuyer. C'est qu'elle est folle. Mythomane. Maman. Ça va, quelle info aujourd'hui? Il faudra lui faire un test ADN. Imaginez si elle a les gènes de la pauvreté.